Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau zapping sur la politique française. Il y a pas mal de choses. Aujourd'hui, on commence avec Louis Boyard, mais avant, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Pendant que tu regardes cette vidéo, peut-être que je suis en stream. Viens me rejoindre sur twitch.tv/Dofla, tout simplement, tout simplement. Les amis, on a Louis Boyard, il a perdu, voilà, il a perdu. Défaite à Villeneuve-Saint-Georges. Ça doit pousser la France insoumise à repenser une stratégie pour conquérir de nouveaux territoires, mais on va écouter vite fait le discours de Louis Boyard. Comptez pas sur moi ce soir pour vous porter un discours de défaite. Je suis ici pour porter un message d'espoir. Pour commencer, je veux remercier toutes les Villeneuvoises et tous les Villeneuvois qui ont porté notre projet et qui ont voté pour nous. En 2020, la gauche rassemblée, sans la France insoumise, avait fait 27%, avait perdu la ville et l'avait donnée à la droite. 2 ans après, on a reconstruit la gauche. On a gagné 2 élections législatives avec des très beaux scores, particulièrement à Villeneuve-Saint-Georges. En 2025, la France insoumise, avec sa liste de citoyennes, de citoyens, d'engagés des quartiers populaires, avec sa liste de travailleuses, de travailleurs essentiels, de jeunes, a rassemblé 38% des voix. Alors oui, ce soir, nous... C'est vrai que c'est mieux, que le PS, les gars, faut dire les termes. Hein. Bon, en tout cas, évidemment qu'il faut repenser la stratégie. J'ai vu d'ailleurs en commentaire sur ma précédente vidéo qu'il y avait pas mal de personnes qui se réjouissaient de la défaite de Louis Boyard. Je vous rappelle quand même que le précédent maire a ruiné la ville de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, il l'a ruiné. Et en plus, il a fait un salut nazi. On verra. En fait, le plus important, c'est qu'il faut tirer les conséquences de son élection à madame, alors j'ai plus le nom en tête, hein, excusez-moi, j'ai plus le nom en tête, mais par exemple pour l'année prochaine ou pour les... Oui, pour l'année prochaine, parce qu'il y a la municipale l'année prochaine, il faudra tirer le bilan du nouveau maire. Voilà, tout simplement les mecs. En tout cas, pour revenir sur Louis Boyard, il faudra mieux ancrer la France insoumise dans les territoires. Vous savez que les élections municipales se gagnent sur le terrain, pas uniquement sur les réseaux sociaux ou dans l'hémicycle. On sait que Louis Boyard est très présent sur TikTok, mais évidemment il faut aller convaincre dans les quartiers. Ils ont fait pas mal de porte-à-porte en plus, hein. Ils ont fait pas mal de porte-à-porte, mais la France insoumise doit continuer de se développer, doit développer aussi surtout par exemple des alliances locales avec des assos, des alliances locales solides et investir plus fortement dans la proximité avec les habitants. Attends, on va écouter la suite vite fait. Nous avons fait mieux. Voilà pourquoi est-ce que je suis ici pour vous porter un message d'espoir. On avait tout le monde contre nous. On avait le ministre de l'Intérieur qui a fait des ingérences dans des élections qu'il est censé lui-même organiser. C'est vrai que Bruno Retailleau a commenté les élections, hein, franchement, et c'est tellement un scandale. Je le répète, comme hier, on peut détester Louis Boyard pour son idéologie, par rapport à ce qu'il véhicule, etc. Ça, il n'y a aucun problème. Tu peux le détester. Mais quand tu vois à côté comment le gouvernement a placé une cible dans le dos de Louis Boyard pour le ériger en méchant, voilà, le grand méchant de l'histoire, pour ne pas voter pour lui, c'est vraiment abusé. Même Valérie Pécresse a tweeté sur Louis Boyard, pour vous dire les mecs, hein. Très dangereux tout ça, très dangereux. On avait le Front National, on avait Éric Zemmour, on avait Valérie Pécresse, Éric Zemmour on avait aussi, les médias de Vincent Bolloré, on avait tout le monde contre nous. Et malgré tout, regardez-nous, on est là, forts, fiers, dignes, solidaires. Est-ce que vous... Je le dis aussi, où étaient nos camarades? Où étaient les écologistes? Où étaient les communistes? Où étaient les socialistes? Où était-il quand on a imploré la fusion? Ils n'étaient pas là. Où était-il quand on a eu besoin d'avoir du soutien, quand on a qualifié notre liste de communautaristes? Ils n'étaient pas là. Où était-il quand on a eu besoin de leur voix aujourd'hui pour battre l'extrême droite? N'empêche, l'incapacité à fusionner avec les autres forces de gauche, les gars, ça a toujours été un frein pour... Ça a toujours été un frein majeur. Voilà, ça a toujours été un frein majeur dans notre pays, que ce soit dans n'importe quelle élection législative, municipale, présidentielle. C'est ouf quand même comment on n'arrive pas à s'unir. C'est abusé. Il faut construire des ponts corrects et solides tout en restant fidèle à notre ligne populaire et radicale. Hein, parce que oui, la France insoumise a toujours été radicale. Vous regardez dans le programme de la France insoumise par rapport à l'anticapitalisme, etc., pour redistribuer les richesses correctement et pas à la sauce Hollande ou à la sauce Glucksmann. Oui, il y a un programme de rupture, un vrai programme radical porté par la France insoumise. Voilà. Ils n'étaient pas là. Alors ce soir, les écolos. On va continuer. On va continuer le combat. Et c'est pour ça que je veux porter un message d'espoir. Ce soir, la France, elle nous regarde. Je sais que les opprimés nous regardent. Et je sais que, comme nous, ils se disent qu'ils ont envie de gagner la bataille de 2026. Alors si j'ai un message pour les opprimés, faites comme nous. Assumez qui vous êtes. Rassemblez le peuple. Assumez d'être une gauche de rupture. Alors oui, certes, on a fait mieux, mais on n'a pas gagné. Oui, demain matin, ce ne sera pas un matin à la fête. Mais on va se donner le droit, l'espoir de lutter, de lutter, de lutter et de recommencer. Merci à vous. Résistance! Résistance!
Ouais, belle Louis Boyard. Ouais, bah écoutez, hein, première défaite pour la France Insoumise, mais faut pas baisser les bras, hein. C'était un test, hein. On va dire que Villeneuve-Saint-Georges a été un test. Il me semble aussi qu'il y avait une autre élection dans une autre ville, parce que Stéphane Séjourné a dû quitter son mandat. Voilà, il a dû quitter son mandat parce qu'il est aux affaires européennes maintenant. Donc ouais, la défaite de Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges, c'est un revers. Voilà, faut dire les termes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être contents dans mes commentaires, évidemment, parce que YouTube est un espace de liberté d'expression, il n'y a pas de souci, je peux l'entendre. C'est un revers pour LFI qui misait sur cette élection pour renforcer son ancrage local avant les municipales de 2026. Voilà. Donc, ils ont fait quand même un bon score, 38,75% pour Louis Boyard, sans ralliement des autres listes de gauche. Voilà, donc il a échoué. J'ai retrouvé son nom, voilà, c'était Christelle Niasme. Voilà, Christelle Niasme. Donc la dynamique a été insuffisante malgré le terrain favorable. C'est vrai que là, il y a eu beaucoup de porte-à-porte. Mélenchon s'est déplacé, Antoine Léaumont s'est déplacé, il y avait pas mal d'autres députés et tout. Mais voilà, c'est... On retient l'isolement politique aussi, les mecs, hein. C'est un handicap, ça a toujours été un handicap. Le fait, je l'ai dit tout à l'heure, mais le fait que la gauche t'apparaisse à se rassembler autour de Louis Boyard, c'est un frein. Donc je vous rappelle quand même qu'au premier tour, la liste d'union a obtenu 20% avant de se retirer. Et il n'y a pas eu de fusion avec la France Insoumise parce que dans les discussions, ils ne se sont pas mis d'accord. Très compliqué. Donc il faut revoir un peu leur copie. Même sur un terrain favorable, on peut le voir que ça peut échapper à la France Insoumise. À méditer pour les combats à venir. Les amis, vous le savez, la France est ingouvernable, c'est le bordel, personne ne se met d'accord sur le budget. Et on a l'annonce, voilà, une annonce de la plus haute importance. François Bayrou déclenche le 49.3 sur le budget de l'État, risquant ainsi de chuter avec son gouvernement. On écoute. Nous sommes tous ensemble désormais devant notre devoir. Et si vous en décidez ainsi, puisque la décision est entre vos mains, dans les 10 jours, la France, à force de bonne volonté et de bonne volonté, de pas fait les uns vers les autres, d'efforts et de compréhension, la France aura son budget, aura ses budgets, ce qui sera un signal de responsabilité, de stabilité, adressé à ceux qui sont les premiers concernés, à ceux qui s'inquiètent à juste titre, à nos concitoyens. Et c'est de c'est très chiant à écouter du François Bayrou quand même. Hein. Waouh, cela que faut vous s'accrocher les déciderez. mecs. Hein. C'est pourquoi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement sur le texte de la commission mixte paritaire complété d'amendements techniques et de coordination. Je vous remercie. Voilà, c'est annoncé les mecs. D'ailleurs, ce matin, il y a eu le bureau national du Parti Socialiste qui a décidé à l'unanimité de s'abstenir lors du vote de la censure du budget. Voilà, le PS qui trahit encore une fois ses électeurs, ils vont devoir rendre des comptes auprès de leurs administrés, tout simplement. Ce choix qui peut sembler technique a en réalité de lourdes conséquences politiques. Vous le savez, qu'il faut faire tomber ce gouvernement. D'après les mots de Éric Coquerel, le budget de l'État est encore pire que celui de Michel Barnier. Je comprends le signal d'indépendance vis-à-vis de la France Insoumise. Je comprends cette envie du PS d'exister dans cet échiquier politique. Le fait que la France Insoumise a donné des sièges au PS, ça leur a donné du pouvoir pour peser justement dans cette balance politique. En refusant de voter la censure, le PS marque véritablement cette distance avec la LFI, mais par extension avec le NFP. Voilà, vous savez que les écologistes, les communistes ainsi que la France Insoumise, le gros bloc du NFP, mène une opposition frontale et systématique contre le gouvernement Bayrou. Ça veut tout le temps voter la censure, en veux-tu, en voilà. Cette décision peut être perçue comme une volonté du PS de se démarquer tout simplement. Dans ce bureau, il y a eu une réunion. Ils ont dû discuter de pas mal de stratégies à adopter pour essayer aussi de calmer les administrés, de calmer les adhérents PS, de se dire « Attention les amis, faites-nous confiance, on va voir ». Donc le message, il est un peu ambigu sur sa position face au gouvernement, mais là, c'est clair, ils vont pas voter la censure. Donc la fracture à gauche se confirme. Voilà, il y a encore une fois une absence d'unité. J'en avais parlé en début de vidéo avec Louis Boyard. Cette absence d'unité sur un texte aussi fondamental que le budget illustre encore une fois une gauche fragmentée. Chaque parti poursuit sa propre stratégie. On est les victimes de ce système, les mecs. On est littéralement les victimes de ce système. Il y aura les municipales en 2026. On verra si la France Insoumise
va poser un candidat dans une liste PS ou est-ce qu'ils vont changer leur fusil d'épaule? Vous savez que la politique peut aller très vite. Ça reste quand même un pari risqué pour le PS. Si le PS cherche à séduire un électorat modéré en refusant de suivre la France Insoumise dans la censure, il risque aussi de perdre de la crédibilité auprès de toutes les personnalités de gauche, les électeurs, là je parle des électeurs, qui veulent une politique de rupture avec le macronisme. Ils veulent une véritable opposition claire avec François Bayrou, donc bonne chance au Parti Socialiste. Au fond, on savait tous qu'ils allaient trahir les mecs, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous apprends rien les mecs, hein. On est dans un paysage politique ultra polarisé où les électeurs attendent des partis, des lignes fortes, une véritable rupture comme le fait la France Insoumise, excusez-moi, je voulais de les citer. Le PS risque de se marginaliser en restant dans un entre-deux. Affaire à suivre. Bon, François Bayrou, il annonce le 49.3. Évidemment qu'on allait avoir des réactions de la part des députés. On a Hugo Bernalicis qui est député France Insoumise, on écoute. Ce qui a été très remarqué, c'est ce simple mot, traître. C'est quoi? Le nouveau Front Populaire est mort? Vous ne pouvez plus travailler avec le Parti Socialiste? Écoutez, en tout cas, le bureau national du Parti Socialiste, oui, ça va être compliqué. Après, les députés socialistes, je fais une distinction. Il y en avait 8 la dernière fois qui avaient voté la censure au mépris des consignes de leur organisation politique. Et j'espère qu'ils seront au moins la moitié à faire ce geste, ce qui voudrait on serait en capacité de censurer le gouvernement si les mêmes organisations politiques que la dernière fois participent de la censure. Donc, je le dis très tranquillement parce qu'en plus, les victoires n'en sont pas. Ce budget reste un budget complètement d'austérité, un budget qui coupe dans les dépenses publiques, dans les services publics qui ont pourtant besoin des moyens pour fonctionner. Et derrière ça même, tout ça prospère sur une idée qui est un mensonge, c'est-à-dire qu'il y aurait de l'instabilité. Moi, j'en ai ras-le-bol. C'était mon métier avant d'exécuter les dépenses de l'État pour le compte du ministère de l'Intérieur. Les budgets sont votés. Il y a un budget, il s'appelle le budget 2024. Les crédits sont ouverts. On entend effectivement votre position. Ah ouais, Hugo, il est pas content, hein. Il est pas content de ce petit message ambigu de la part du PS. Ça fait peur quand même, hein. Honnêtement, ça fait peur de l'état de notre pays. Si le PS redevient en quelque sorte les potes de Macron, on va retourner dans une sorte de hollandisme. Évidemment que la gauche qui a trahi, ça a traduit quoi? Ça a traduit des électeurs qui se sont encore plus radicalisés, mais pas à gauche ni à l'extrême gauche, mais à l'extrême droite. Et honnêtement, ça fait peur parce que ça va encore plus renforcer le bloc droite. Voilà, le bloc droite, extrême droite, avec Marine Le Pen et Bruno Retailleau qui est en sous-marin pour 2027. Moi, je me méfie encore de ce personnage. Affaire à suivre, les mecs, ça fait peur. On verra si mercredi ou jeudi, ça va voter la censure tout simplement, quoi. On verra. Alors on termine avec cette vidéo qui est tombée sur ma telle Twitter, sur Pascal Prod, on écoute. Je vais vous dire, c'est triste, mais de tous les domaines, c'est triste. Oula. Donc voilà, vous pouvez prendre n'importe quel sujet en France, ce n'est que tristesse et accablement. Voilà, donc tout le monde a conscience, il va y avoir une 49.3 cet après-midi, tout le monde a conscience qu'on expédie des affaires courantes, que les gens de l'Élysée peuvent vous recevoir et s'amuser entre eux à faire leurs petites blagues qui les amusent. La France est dans un état lamentable. Tout le monde expédie des affaires courantes. Ça va durer 2 ans et le grand choix sera fait en 2027. Voilà. Et puis après, chacun se déterminera. On se revoit en 2027. Non, mais écoutez, vous le voyez bien, c'est d'une tristesse infinie quand même. Tristesse infinie, mais moi je suis désolé, mais Pascal Prod, comme d'autres figures médiatiques, s'inscrit dans une narration où la France serait en déclin permanent. Genre tous les jours, on a des sujets anxiogènes qui créent de l'anxiété collective à tous les téléspectateurs de CNews. Europe 1, excusez-moi, mais Pascal Prod, il se délecte de cette situation quand même, hein. Désolé, hein, si la France fait face à des défis réels, une lecture uniquement négative occulte les dynamiques positives et empêche une analyse nuancée des enjeux. Vous voyez ce que je veux dire, le chat? À chaque fois que tu allumes ta télé, tu as que des sujets anxiogènes. C'est une vision extrêmement catastrophiste de l'actualité. Je vais pas en vouloir uniquement à Pascal Prod parce que tu as aussi cette vision-là chez BFM TV. France 2, c'est moins comme ça, mais là, à chaque fois que tu allumes ta télé, tu as que ça. Honnêtement, les mecs, c'est assez dangereux aussi sur le cerveau humain parce que ça crée indirectement du racisme en toi, de l'islamophobie, la haine de l'autre, voilà, de manière générale, juste la haine de l'autre, de la xénophobie aussi. Ça fait peur. Après, on va pas se mentir, les mecs, ils gagnent énormément d'argent sur l'anxiété collective.
La stratégie médiatique, elle est bien rodée. On connaît Pascal Praud, animateur depuis des années. Il a toujours adopté une posture qui correspond à la ligne éditoriale des Bolloré. Il est axé sur la critique du pouvoir, sur le rejet du politiquement correct. Ça a toujours fonctionné comme ça. Et on a eu déjà cet aperçu-là pendant le Covid. Pendant le Covid, on a eu toujours ce rejet du système que je peux respecter en soi. Mais en fait, le fait d'avoir traîné ça sur des années, bah putain, ils ont compris que c'était une véritable méta, une véritable trend à suivre jusqu'en 2027. Et on verra, ça va se traduire par quoi, les amis, hein. Bon, en tout cas, si la critique du pouvoir et des dysfonctionnements du pays, vas-y, c'est totalement légitime. Un discours exclusivement négatif, uniquement de la négation, empêche toute projection vers l'avenir. Et honnêtement, j'espère qu'après 2027, on verra un petit peu le soleil, les mecs, hein, parce que ouais, c'est très ténébreux, la France, en ce moment. Ça fait peur. Honnêtement, je vois pas mal de mon entourage, et même ma mère, par exemple, à titre personnel, les gars, qui ont envie de se barrer de ce pays, hein, les gars, je vais pas dire qu'il y a rien, tu vois, mais le climat est tellement polarisé que c'est épuisant mentalement. Moi, je sais qu'à l'ancienne, je faisais pas mal de streams sur l'actualité, même sur la télé-réalité, ou même des petits pépins du quotidien, où, vas-y, ça a amené des débats comme, par exemple, des guerres de voisinage, voilà, des petites batailles comme ça, des petites frictions. Mais là, quand tu allumes ta télé et que tu regardes l'actualité, bah mec, c'est que des sujets anxiogènes, hein. Là, mon travail, il est dirigé vers le debunk de la télé. Attention aux messages qui sont véhiculés derrière. Je sais, les amis, qu'on tombe facilement sur l'OQTF qui a commis un crime ou un délit. Moi, j'ai pas de problème pour qu'il finisse en prison. J'ai aucun souci. Mon seul souci, c'est de faire des raccourcis racistes pour dire que ils sont tous pareils. Vous pensez que les musulmans, ça les fait plaisir de voir leurs confrères commettre des crimes ou des délits, même s'ils sont sous OQTF ou avec la carte d'identité nationale? Le fait que les médias reprennent ça, c'est n'importe quoi. J'ai vu aussi, bah, regardez, le tweet que j'ai fait là ce matin, sur celui-là, Nathalie Loiseau, au nom de toutes les femmes, de leur liberté, de leurs droits chèrement gagnés ici et bafoués par les islamistes partout à travers le monde, une seule question, pourquoi? On parle d'un journaliste qui fait son travail. Le bonnet, la barbe, c'est quoi ce bordel? Ah, elle a fait un autre tweet derrière. Petit addendum, pour tous ceux qui ont du mal un peu avec les concepts, il n'y a une seule race, la race humaine. Le racisme est un délit, je le combats, l'islamisme est une idéologie. Je m'oppose à ceux qui la propagent directement ou indirectement. Donc lui, mettre un bonnet et un pull, longue barbe, islamisme. Nathalie Loiseau, députée européenne, sous le parti d'Édouard Philippe. Moi, je suis fatigué, les mecs, je suis fatigué. J'en termine là, les gars. N'hésitez pas, vous mettez un petit pouce bleu, petit commentaire comme d'habitude. Je vais en sélectionner quelques-uns pour répondre aussi. Je vous réponds directement sur YouTube. Suivez-moi aussi sur Twitch, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur Instagram. Bonne soirée, les mecs. Attention, détachez-vous un petit peu des médias, les mecs. Moi, je le fais parce que c'est mon travail. J'encaisse. Ne vous inquiétez pas pour mon cerveau, les mecs, tout va bien.